Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. J'ai la chance pour ce nouvel épisode d'avoir comme invité Monsieur Guillaume Gigueleu. Il est l'une des figures incontournables de l'ancien média Trick Track. Guillaume a un parcours riche dans le monde ludique. Animateur, chargé de com, journaliste, auteur. Depuis 2024, il a rejoint l'équipe de Lucky Duck Games en qualité de brand manager et de responsable des relations presse. Il m'a accordé du temps lors du dernier festival des Jeux de Cannes. Donc je suis toujours sur le festival de Cannes et cette fois-ci avec Guillaume Gigueleu, Guillaume Shifumi, Monsieur Guillaume, c'est comme vous voulez. C'est une et les trois marches, voilà. Guillaume tout court va très bien aussi. C'est une seule et même personne, mais avec tellement de casquettes et un parcours tellement énorme que je ne sais pas si on aura assez de temps sur le podcast. Il faudra peut-être faire un volet 1, un volet 2, je ne sais pas, on verra. Et après on ferme les deux volets et il n'y a plus de lumière. Bon, en tout cas, bienvenue sur le podcast. Merci. C'est cool que tu aies répondu à l'invitation. Avec plaisir. Tu es toujours partant, ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Alors, effectivement, c'est difficile de comment te présenter. Donc, j'ai envie de te dire, comment toi, tu te présentes ? Oh là là, c'est terriblement difficile pour moi aussi parce que je ne sais pas par quoi commencer. Tu parlais tout à l'heure de plusieurs casquettes. Oui et en même temps non, parce qu'on est tous pareils, on a tous plusieurs vies dans notre vie. Il s'avère que j'ai été joueur très tôt. Grâce à une famille et entre autres, en tout cas dans mes souvenirs, une mamie paternelle qui jouait avec nous pendant les vacances. Donc ce côté adulte-enfant a donné une petite aura aux jeux de société très tôt chez moi, avec mes frères et sœurs également. Je découvre ensuite les livres dont vous êtes le héros, en même temps presque concomitamment, de façon concomitante, je vais le dire en français, pas là, avec les HeroQuest, Blood Bowl de l'époque. On est dans les années 80. Le livre dont vous êtes le héros m'amène au jeu de rôle. À côté de ça, je continue mes études plutôt dans le domaine scientifique. Et puis finalement, de côté professionnel, je découvre la langue des signes française, donc la langue parlée par une partie de la communauté sourde. Et je trouve que cette langue-là, moi qui faisais du théâtre, m'interpelle dans mon corps. D'accord. Donc du coup, j'apprends la langue des signes. Au lieu de devenir enseignant comme je pensais l'être, je me dirige vers des études d'interprète en langue des signes, interprète de conférence. Je continue de travailler dans le monde du jeu, c'est-à-dire qu'en plus du jeu de rôle que j'ai découvert, Magic arrive, les jeux de figurines, je suis vraiment happé par toutes ces découvertes. Donc je suis plutôt un joueur éclectique qu'un joueur hyper spécialisé. J'aime toucher à tout et découvrir. Je fais mon boulot d'interprète en même temps que je commence à écrire des reviews et des articles sur un webzine en ligne qui à l'époque s'appelle Petit Peuple. Et puis je me mets à animer sur des salons, je me mets à créer quelques protos en continuant de faire des campagnes de jeux de rôle et en découvrant toujours de nouveaux jeux, y compris la vague à l'époque dite des jeux à l'allemand. Donc là on est dans les années 2000-2005. Et puis, je rencontre différents personnages. En l'occurrence, une avant-première autour de Claustrophobia me permet de rencontrer Croc. L'interview et le petit reportage photo de la partie de Claustrophobia m'amène à dire mais j'aimerais bien créer un scénario. Et au final, le scénario sera dans l'extension de Claustrophobia. Dans le même temps, je me dis que j'aimerais bien travailler dans le monde du jeu. Je propose à Days of Wonder la règle des aventuriers du rail en langue des signes en me disant peut-être que je vais pouvoir marier les deux univers que j'apprécie, la langue des signes et les jeux de société, ce que l'on fait. Super, ouais. Et puis, in fine, je me dis que j'aimerais bien travailler dans le monde du jeu. Ça fait un moment que je le ziote. On est dans les années 2010. Et du coup, après avoir fait de l'animation, après avoir travaillé en boutique spécialisée, j'essaye de professionnaliser les choses. Je rencontre le chemin de Philosophia et je rentre en 2013 en tant que chargé de communication et aux événements chez Philosophia, avant de passer en 2015 à Trick Track en tant que là plutôt on va dire journaliste, même si c'est pas vraiment avec la carte journaliste, mais vraiment sur cet aspect culture ludique, compréhension du monde du jeu de société, ce que je ferai jusqu'en 2023 à l'arrêt de Trick Track suite au rachat par Asmodée. Et enfin fin 2024, il y a quelques temps, je rejoins l'équipe Lucky Duck Games. Donc voilà, effectivement ça fait plusieurs vies, à la fois auteur, puisque dans l'entre-deux j'ai sorti une bande dessinée, enfin je suis le scénariste d'une bande dessinée dont vous êtes le héros qui s'appelle L'Obsidienne,
quotidienne. Je comptais bien qu'on en parle. Si tu veux, avec plaisir. Donc voilà, oui, c'est vrai, plusieurs casquettes, mais riche. C'est tout un parcours qui tout s'enchaîne assez logiquement, en fait, j'imagine, finalement, pour toi. Oui, je trouve. Alors c'est là où c'est assez étonnant. Je ne vais pas parodier Astérix en disant oui, moi je crois surtout que la vie c'est des rencontres. mais c'est vrai que tu as raison. Quand je le raconte comme ça et quand je prends un peu de recul en me retournant sur ces années-là, il y a somme toute quelque chose d'un développement assez logique. Alors après, mon premier Cannes dont j'ai le souvenir, c'est 2004 ou 2005. J'en ai très peu raté depuis, donc ça fait déjà pratiquement 20 années de Cannes. J'arrive très timidement autour d'un jeu de société, d'un univers de jeu de société que j'ai découvert, moi, par Trick Track à l'époque, mais uniquement via le forum. Et tous les magazines que je lisais, les jeux et stratégies, les jeux en boîte, les Casus Belli et d'autres encore, les Codex Arcanum, bref, je pourrais en citer plein. Je le découvre de loin et puis je sens que je suis attiré, donc j'essaie de me rapprocher. Je viens à Cannes en 2005, je vois des Fall, Bruno Catala, Sébastien Pochon, Cyril Demeg, etc. Et je me sens sur le pas de la porte. Je ne sais pas comment rentrer dans cet univers qui m'attire. Donc du coup, je commence à écrire en me disant je vais mettre quelques avis sur Trick Track et puis finalement on se retrouve autour d'une équipe, j'écris des articles parce que prendre ce recul et narrer tout ce que j'ai vécu, traversé en essayant de comprendre pourquoi ça marche comme ça me passionne. Et de fil en aiguille, ça amène à, puis ensuite à, et donc ça donne ce parcours-là. Oui, c'est vrai que ça s'enchaîne assez facilement, assez logiquement, en apparence, même si ça prend du temps. Oui, bien sûr, et puis il y a sans doute des phases plus ou moins faciles aussi, certainement. Oui, des remises en question. Est-ce que je lâche le boulot d'interprète que j'aime pour aller travailler dans le monde du jeu de société ? Oui, donc bien sûr. Est-ce que je déménage ? Est-ce que je vais au Canada quand Philosophia me propose un poste de game designer après le poste de chargé de com ? Okay. Est-ce qu'on va jusqu'au Canada pour ça ? Donc il y a des oui, il y a des non, on y va. La période la plus difficile, et je ne vais pas te le cacher, c'est l'année 2023, parce que Trick Track était vraiment quelque chose qui, en tout cas cet aspect culture ludique, recul, animation de vidéo, c'est quelque chose que j'ai adoré, et donc forcément quand ça s'arrête, c'est le moment où là tu fais mais ouais c'est bon, je claque la porte, je me barre et puis je fais autre chose. Ouais. Oui, c'est ça, et puis il y a eu effectivement une remise en question, tu as pris le recul en fait, tu t'es dit je prends le temps. En tout cas, je l'ai pris pleine face. Déjà, voilà. Alors, déjà de première. C'était un peu violent, le digère. Effectivement. Voilà, exactement. Tu as complètement raison, Stéphanie. Et puis, dans un deuxième temps, oui, tu prends le recul en disant est-ce que je jette le bébé avec l'eau du bain ? Eh bien, non. Je continue d'aimer ce milieu-là. Il s'est transformé depuis plus de 20 ans, j'en suis le témoin, en tout cas à mon niveau et avec mes critères d'analyse. Il a vraiment évolué, mais ça reste un milieu que j'apprécie et donc du coup j'y suis revenu. Et alors tu as fait quoi pendant ce laps de temps ? Justement, c'était une introspection profonde, tu es parti au Tibet ou je sais pas quoi ? Presque. Alors oui, introspection oui, ce qu'on appelle un bilan de compétences. J'en avais un peu peur et au final j'ai trouvé ça assez génial. En tout cas, ce que j'ai vécu a été assez génial dans cet aspect d'introspection, oui, comme tu le dis. J'ai essayé plusieurs choses parce que je voulais continuer d'ajouter quelques cordes à mon arc, en tout cas d'en continuer de comprendre la quasi-totalité, c'est un peu orgueilleux de dire ça, mais du parcours d'un jeu de société. Donc j'ai travaillé avec un imprimeur cartonnier qui fait des boîtes de jeux en carton, qui les plie avec du papier, quel est le grammage du papier, quel est le grammage du carton, quelles sont les machines qui coupent, qui plient, qui fait de la carte à collectionner. Alors du coup, les ramettes font quelle taille, et puis ensuite on les découpe, et puis on fait les bords arrondis, et puis on va gérer la rareté des cartes. Enfin bon, voilà. Donc j'ai fait ce boulot-là. J'ai fait aussi du game design, en l'occurrence et entre autres, parce que c'est ceux qui sont un peu plus connus pour les youtubeurs Link et Terracid autour de leur jeu de cartes à collectionner qui s'appelle Wonkul. Donc travailler sur la saison 2 et la saison 3. J'ai adoré ce travail de game design. J'ai travaillé sur mes prototypes. Bon là, il y a un autre problème, c'est que j'ose pas les sortir. Donc je travaille sur des prototypes, mais j'en fais rien. Personne parce que alors si je l'ai quand même montré, par exemple l'année dernière, j'en ai quand même montré quelques-uns et c'est très encourageant, mais je suis quelqu'un, je crois, assez anxieux. Je suis quelqu'un qui doute plutôt beaucoup de lui et donc il y a encore des gaps que je n'ai pas franchis malgré cette introspection. Ok, ça viendra, il n'y a pas de raison. Ok, et alors sur tout ce parcours très riche, quelles expériences finalement t'ont peut-être le plus marqué ou laissé plus de traces ? Je garde des souvenirs vraiment émus des premiers articles
que j'écris. C'est-à-dire vraiment le fait de dire, si je voulais être enseignant, je pense que c'est parce que j'aime l'aspect, alors est-ce que c'est le mot pédagogique? En tout cas, j'aime l'aspect transmission. J'aime transmettre. Quand j'explique une règle du jeu et donc mes souvenirs d'animation en festival, faire un peu l'espèce de vendeur à poissons pour raconter une histoire, rameuter les foules un petit peu en mode foire, et puis les voir embarquer dans une histoire, s'installer à la table et se lancer dans une partie en éclatant de rire. Alors oui, certes, c'est une animation, ce n'est pas automatiquement ça qu'il y a dans le jeu de société, mais amener ça, j'aime ça. Il y a un côté théâtral. Exactement, mais complètement. Le refaire, mais à l'écrit, donc organiser l'écrit pour que, de façon assez logique, la personne qui lise parte dans une histoire, découvre le jeu, aille jusqu'à l'avis sur le jeu et ensuite se fasse lui-même son propre avis. J'aime beaucoup aussi. Je garde des souvenirs, je le disais, donc émus des animations qu'on a faites autour de pandémies, donc des pandémies survival où on est en habit de médecin avec un stéthoscope et on essaye de sauver le monde de l'infection, quelques années avant la pandémie du coronavirus. Et puis enfin, un des plus gros marqueurs, sentiments partagés et ou non, mais c'est effectivement les années Trick Track, parce que j'ai eu l'impression tout d'un coup d'être à ma place. Voilà. Animer une émission, passer le plat, comme on le dit, c'est-à-dire faire en sorte que la personne qui est, mais comme tu le fais en ce moment, la personne qui est en face ou avec toi ne soit pas aussi intimidée par les caméras, le micro ou quoi, soit à l'aise pour ensuite bien démontrer le jeu qu'il est venu amener. J'adore ça. Avoir un recul sur la culture ludique et son histoire, voir des jeux arriver en disant et voir un public moins connaisseur, mais ça c'est pas un jugement de valeur, dire oh mais c'est une mécanique, c'est génial. Eh ben tiens, je vais te faire l'histoire de cette mécanique parce qu'en fait il y a 8 ans, il y avait déjà cette mécanique dans ce jeu-là et tout. Et cet aspect culture ludique, j'adore aussi. Donc des souvenirs forts et émouvants, j'en garde beaucoup à chacune de ces étapes. Ouais, mais tu as un esprit très curieux aussi, forcément. Voilà, j'aime décortiquer, comprendre, ouais, tout à fait. Et les raconter ensuite. J'aime bien le côté un peu Père Castor raconte une histoire. Le Père Castor, ça a bercé l'enfance, ça. Alors justement, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais tu as donc la casquette d'auteur. Ouais. Alors raconte-moi l'histoire de l'Obsidienne. Donc alors, une BD dont vous êtes le héros. Alors moi aussi, ça a bercé mon enfance, les livres dont vous êtes le héros. Quel était ton favori? Alors là, c'est moi, Loup solitaire. Oui, je crois que c'est cette collection-là. Un de mes préférés, Loup solitaire. Ça me revient pas comme ça. Il y avait du Défi fantastique. J'aimais aussi beaucoup Astre d'or et La Voix du tigre parce que c'était un ninja. Avec mon frère, on s'amusait. Enfin, du coup, je raconte ma vie, mais non, c'est pas mon boulot. Échange de bons procédés. Chacun lisait de son côté et en fait, on faisait carrément nos cartes en fait, parce qu'il y avait des mondes où c'était très compliqué de s'y retrouver, parfois des labyrinthes et tout. Ouais. Alors, on faisait la map. Avec le numéro du paragraphe pour savoir à peu près où est-ce que ça se situait et tout. Ça n'en finissait jamais et on a passé du temps là-dessus. C'est exactement cette expérience-là qui m'amène, en passant par le jeu de rôle, donc pendant de nombreuses années, j'ai fait du jeu de rôle, surtout en tant que maître de jeu. Et lors d'une émission Trick Track, je rencontre Chucky Medina, qui est donc le directeur, l'initiateur, celui qui a monté la maison d'édition Macaca, qui est presque la maison d'édition majeure en termes de bande dessinée dont vous êtes le héros. Oui. Et on fait l'émission autour de Macaca, la collection, les BD dont vous êtes le héros. Et je repars le soir à la maison en me disant... non mais toute la journée j'avais eu envie de lui dire mais si j'ai des idées de bande dessinée dont vous êtes le héros, est-ce que je peux et je me le refuse en disant Guillaume, tu n'es pas là pour ça. Il est là pour présenter sa collection, ses jeux. Toi, tu es là en tant qu'animateur, journaliste, on va dire entre guillemets. Tu te la fermes, tu n'es pas là dans ton intérêt personnel. D'accord. Donc, voilà, je dis rien. Tu te mets un frein. Oui, avec un argument, ça se comprend, je trouve. Et le soir, je me dis, bon, demain soir, je lui écris à titre personnel, donc pas avec l'adresse pro, à titre personnel, en disant, écoute, je vais quand même oser te demander comment se passe la proposition d'idées de BD dont vous êtes le héros, de scénario et tout, parce que je crois que j'en aurais à te proposer. Mais je ne voulais pas en profiter parce que c'est Trick Track ou quoi au caisse. Et il me répond, comme avec tout le monde, tu m'écris un mail avec un petit pitch en 10 lignes de quelle thématique et quel type de public, avec quel type d'histoire tu souhaiterais écrire, et on verra ce que ça donne. Et je lui en ai proposé quasi immédiatement, donc le lendemain, preuve que certainement les idées étaient là, je lui en ai proposé 3. Il en a retenu une. Je me suis mis au travail avec beaucoup de candeur et de naïveté. Et quelques mois, années plus tard, sortait l'Obsidienne. D'accord. Ça a été un travail de longue haleine, d'écriture, oui. etc. C'est là où je parle de candeur et naïveté. Moi, je suis arrivé en me disant, je vais écrire comme un scénario de jeu de rôle. Donc, je vais l'écrire à la façon d'un roman, mais avec plusieurs types de chapitres.
Et il m'a retoqué tout de suite en disant « Ah non, attends, non, il faut que tu l'écrives paragraphe par paragraphe, avec imaginez la carte mentale, les embranchements, etc., les textes des personnages, puisqu'il va y avoir une bande dessinée, donc une description du paysage. Donc en gros, c'est comme un storyboard qu'il fallait faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, pour le coup, ça, c'est pas une compétence que j'avais imaginée. Moi, je l'avais vu à la mode conteur d'histoire. Je te raconte un truc, il se passe ça, puis comme je te l'ai raconté, toi, illustrateur, tu vas le dessiner. Ouais. Eh ben non, pas du tout. Et effectivement, j'avais donné une deadline et on avait signé le contrat autour de cette deadline. Et là, j'ai été stupide parce que naïvement et sans me renseigner, cette deadline a été une vraie pression pour finir. J'ai pris des vacances supplémentaires en disant non mais là il faut que j'arrête de travailler, il faut que je fasse ça à 100%. Je me levais à 8h, je finissais à 1h30 du mat et j'avais l'impression de me dire bon bah là je peux finir si je fais 10 paragraphes par jour, et quand le soir j'en avais écrit que 8, je savais que je prenais du retard. Alors j'ai rendu le manuscrit avec une dizaine de jours de retard je crois, et dans un état de délabrement mental fort, éprouvé, mais quoi. parce que effectivement naïvement j'avais cru que raconter des histoires c'est facile. Non Guillaume, écrire une bande dessinée dont vous êtes le héros avec tout un storyboard, ce n'est pas facile. Je veux bien croire, C'est moi ça me paraît titanesque. Et alors raconte-moi, ça parle de quoi l'Obsidienne? C'est quel univers? L'Obsidienne, ça partait automatiquement parce que c'est ma Madeleine à moi, mon cœur de joueur. C'est du médiéval fantastique, même si le côté fantastique est assez léger, parce que je voulais en garder sous le pied s'il devait y avoir un 2, un 3 ou autre. Donc médiéval. Et je voulais aussi, parce que de façon personnelle ou de façon inconsciente, réussir à trouver une originalité. Donc je savais qu'il y avait déjà, j'en ai trouvé 2 ou 3 titres dans lesquels il y a de la stratégie militaire. Donc ça veut dire que vraiment, où est-ce que je place mes troupes, comment est-ce que j'analyse le terrain pour essayer de remporter la bataille. Et du coup, avec ces 2 éléments, médiéval un peu fantastique et cet aspect un peu militaire, je me suis dit, tiens, dans un livre dont vous êtes le héros ou dans une BD dont vous êtes le héros, on est très souvent le héros ou l'héroïne, mais on est tout seul. Et on prend notre destin en main. Qu'est-ce qui se passe si je faisais jouer à un garçon ou à une fille le rôle de quelqu'un qui a charge d'hommes et de femmes? Et donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, ça y est, j'ai mon élément. Je vais jouer le rôle d'un chef, d'un lieutenant, d'une compagnie mercenaire. Donc, j'ai des hommes de différents corps d'armes. Donc, il y a des archers, des cavaliers et des hommes d'armes à pied. Il va y avoir des batailles. On a été embauché par un roi dont le royaume est un peu en révolution, avec des ducs qui se lèvent contre lui. Et il va falloir que je mène des batailles, que j'obéisse aux ordres, mais de quelle façon? Comment je vais analyser les batailles? Quand je prends une décision, si elle est mauvaise, c'est pas forcément que moi que je mets en danger. Il y a des hommes et des femmes qui vont tomber sur le champ de bataille à cause de ma décision. Et je trouvais que ça pouvait éventuellement être intéressant de se dire « Ah mais merde, j'ai fait n'importe quoi et là il y a 50 cavaliers qui viennent de tomber, de mourir. » Au-delà du... Alors ce n'est qu'un livre, ce n'est qu'une BD dont vous êtes le héros, mais je voulais lui donner cette originalité un petit peu particulière, et donc on est parti là-dessus. On est donc le lieutenant d'une compagnie mercenaire aux ordres du roi, si tant est qu'on accepte de suivre ses ordres, et le destin est lancé. Tu dis combien de temps en finale entre le moment de la proposition de l'idée et la sortie du livre? Quasiment 2 ans et demi, mais il y a eu aussi une raison à cela, ça aurait dû être 1 an et demi, c'est qu'il y a eu un changement d'illustrateur entre les 2. On a rencontré un premier illustrateur dont le style correspondait bien, c'était un jeune illustrateur qui n'avait pas encore sorti d'album ou autre, donc c'est son premier pied à l'étrier. Là encore, la tâche est titanesque, ce qui fait qu'au bout de quelques mois, plusieurs mois en l'occurrence, il dit non mais je ne vais pas pouvoir finir, ni tenir les délais, j'arrête. Et ça se comprend, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est Aurélien de Lauzun qui a repris derrière, mais il a fallu repartir de zéro dans la création. Il faut se rendre compte d'une chose dans ce domaine de la bande dessinée dont vous êtes le héros, et ça n'a rien à voir avec Macaca en lui-même, c'est qu'on va recevoir une avance sur droit. Donc grosso modo, pour les 8 mois de travail de création du script tel qu'on en a parlé, tu as une première avance sur droit. Là, en l'occurrence, c'était 1000 et quelques euros, entre 1000 et 2000, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Donc, 8 mois de travail, 2000 euros.
Et pour l'illustrateur, c'est la même chose, Ouais. avec un petit peu plus. Grosso modo, on va te demander, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois encore, il n'y a pas de critique. C'est juste pour se rendre Mais c'est compte bien de de la le dire pression en qu'on même se temps, met. bien sûr. C'est qu'on prend une avance sur droit pour un travail de plusieurs mois, et cette avance, elle correspond au travail, grosso modo, d'un mois. Donc, tu fais un pari. Ouais, Tu fais un complètement. pari pour la suite. L'éditeur, tout pareil, il avance de la trésorerie, c'est un pari sur l'avenir. C'est pas pour se plaindre, c'est juste pour se rendre compte qu'effectivement, oui, la pression peut être forte, et je comprends complètement ce premier illustrateur qui, au bout d'un moment, dit non, mais je vais pas arriver à finir, je suis en train d'y passer toutes mes nuits, et au final, je ne sais même pas si je vais gagner quelque chose. Ouais, bien Donc, sûr. voilà. Ouais, bien sûr. Donc, il est sorti en avril 2022. Quel accueil il a reçu? Un premier accueil très bon, vraiment. Alors, je vais pas essayer de, là pour le coup, pas être naïf. Certainement que Monsieur Guillaume de Trick Track, ça a, dans le monde du jeu en tout cas, un peu aidé à attirer un bout de lumière pour dire intéressez-vous à la BD, regardez un petit peu par là. Donc ça a dû aider pour ce démarrage-là. Et puis ensuite, on a vu assez rapidement des localisations étrangères. Donc là, c'est pareil, ça fait super plaisir de se dire tiens, ça peut partir, ça pourrait partir en Pologne, ça peut partir en Espagne, ça peut partir aux États-Unis. On a tout de suite l'impression un peu que c'est l'Eldorado et tout. Ce qui n'est pas forcément le cas, une fois encore, c'est des volumes qui sont finalement faibles, entre guillemets. C'est pas Astérix et Obélix à 50 000, 500 000 albums. Puis là, c'est quand même, ça reste une niche aussi. Voilà, exactement, c'est une niche. Là, pour le coup, il faudrait que je repose la question à Chucky, mais l'accueil a été bon. La particularité de l'album a été retenu, mais en même temps c'est ce qui lui fait sa petite difficulté, c'est que le titre n'est pas évident, c'est pas facile d'aller jusqu'au... Il y a plusieurs fins dans l'Obsidienne, il y a plusieurs fins, avoir la top, finir avec 5 étoiles, il y a une petite accréditation un peu jeu de société, finir avec 5 étoiles n'est pas évidente, on peut mourir à de nombreuses occasions, c'est un univers un peu dangereux. Et puis les numéros cachés, il y a des numéros cachés, c'est l'avantage de la BD dont vous êtes le héros, c'est qu'on peut cacher des numéros dans l'illustration, les numéros cachés sont très bien cachés, donc il y a une vraie difficulté aussi, ce qui fait que ça le classe dans un grand ado adulte qui réduit aussi un petit peu le scope. Mais en même temps, je pense que Chucky est très content, me semble-t-il, à lui poser la question, d'avoir justement cette originalité, cette petite particularité. Oui, il y a toute une gamme quand même pour tous les publics quand même aussi chez Macaca. Et donc, tu n'as pas d'idée sur les volumes de vente depuis la sortie? Je te dirais bien quelque chose comme 3500, mais j'en sais rien en vrai. Bon. J'en sais rien en vrai. Est-ce que tu as d'autres projets de cet ordre-là parce que tu parlais d'Autora, c'est toujours un peu dans le domaine des scénarios ou plutôt là du jeu mécanique? Tu as raison. Alors, il y a eu un scénario de livre dont vous êtes le héros qui est sorti chez The Heist. Donc The Heist, c'est un jeu de rôle un peu particulier puisque ça marche à l'instar d'une saison, d'une série. Les joueurs, avec le maître de jeu, vont organiser des casses, mais avec classe. C'est Théo Rivière, ça, non? C'est Théo Rivière et Gabriel Durnerin. Je me souviens qu'on en avait parlé avec eux. Ouais. Et donc, ils ont proposé à plusieurs personnes d'écrire un scénario. Et donc, j'ai écrit un scénario qui est dans la boîte de The Heist autour de Jules Verne et Nemo, et le capitaine Nemo. Donc, ça s'appelle 20 000 pas sous les mers, puisque le casse se passe avant que le Nautilus ne soit reconnu dans le roman de Jules Verne. Donc ça se passe un peu en amont. On apprend des choses sur Nemo qui sont connues, mais de ceux qui s'intéressent à Nemo. Voilà. Et puis, il y a eu aussi de nouveaux scénarios lorsque Claustrophobia est ressorti. Donc là, qui sont édités. Et puis après, j'ai effectivement 3-4 protos, mais que j'ai du mal à... Voilà. Mais ça me plairait. Hein, écoute, peut-être qu'on se reverra un jour sur un premier jeu édité. Ce serait chouette. Ok, alors on va arriver quand même sur aujourd'hui. Voilà, chez Lucky Duck Games. Donc, effectivement, tu as intégré l'équipe il y a 6 mois. Hein. Septembre donc 2024. Bien joué. Alors, quelles sont tes missions? Parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu obscur pour les gens aussi. Il y a souvent des noms compliqués de métiers ou autres. Alors, forcément, le premier plus simple, c'est celui de relations, presse, etc. Mais ça va au-delà de ça. Oui, ça va au-delà de ça. Il faut savoir que courant 2024, Lucky Duck Games, qui est une société qui s'est montée au départ autour des jeux hybrides, puisque Monsieur Vergonjane, qui a monté la boîte, venait aussi du jeu vidéo et des applications, et donc démarre avec un Vikings Gone Wild et très vite avec un Chronicles of Crime. Oui. Donc jeu avec une application, jeu d'enquête avec une application. Et dans ce développement-là, ils ont quand même particulièrement performé. En tout cas, très vite, une image de marque de qualité s'est installée autour de Lucky Duck Games. Je pense que c'est entre autres aussi, bien sûr, il y a des histoires de chiffres d'affaires et tout, mais ce qui attire Goliath,
au moment où Goliath rachète Lucky Duck Games. Dans cet intervalle de rachat, ils se rendent compte qu'il y a besoin de quelqu'un qui puisse faire le trait d'union entre ce qu'on pourrait appeler le marché hobby ou le marché core, c'est-à-dire celui qui, normalement, si vous écoutez le podcast, c'est ce que vous connaissez, le monde du jeu de société dit moderne tel qu'on le pratique, tel qu'on l'aime, avec les ludicaires, avec plusieurs sorties par an, mais des tirages à faible quantité la plupart du temps, etc., etc. Là où Goliath est plutôt sur l'autre pan du marché, ce que l'on appelle la grande distribution, avec du jeu et jouets, éventuellement de l'action game un peu plastique et tout. Donc, c'est deux univers qui sont, enfin, en tout cas, je m'en rends compte encore plus maintenant à mon poste, ces deux univers très différents, et ils avaient donc besoin de quelqu'un qui fasse ce trait d'union entre les deux. Ce qui a surpris tout le monde, effectivement, à l'annonce de l'arrivée de Lucky Duck Games chez Goliath, c'est qu'il a un peu inquiété aussi, je complètement. pense. En se disant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est pour retrouver du plastique un peu partout dans les jeux de société? Une fois encore, je force le trait, parce que c'est un peu un jugement à l'emporte-pièce en disant ça, mais ça permet de comprendre rapidement les éléments et la crainte réelle qui existait. Donc, est-ce qu'il va y avoir un peu du plastique partout, ou est-ce que ça va être avec des prix cassés en grande surface, juste pour le plaisir de faire du chiffre, de la quantité? Et puis, est-ce que vous allez garder l'âme pour exactement, la ligne éditoriale, etc. Et en l'occurrence, pour l'instant en tout cas, c'est vraiment cet objectif-là. Goliath avait fait des incursions dans le domaine du jeu de société dit moderne, mais sans en avoir potentiellement ou en amont tous les codes. Et donc, ça n'avait pas été des expériences hyper faciles. Ils prennent Lucky Duck Games en disant, visiblement, vu ce qui se passe et vu l'historique, vous avez ces codes-là. Donc, on a besoin de vous. Donc, on va avoir ce marché core qu'il faut absolument respecter parce que c'est comme ça que ça fonctionne, ce marché hobby. Et on va voir comment est-ce que le trait d'union peut être fait. On vous apporte ce que nous, on peut vous apporter, c'est-à-dire un réseau plus large de distribution. Et de votre côté, vous nous apportez une connaissance, une maîtrise des codes du monde du jeu de société. Une fois encore, je ne veux pas être naïf. Qui que ce soit qui m'écoute là aujourd'hui, y compris donc de façon professionnelle, je ne peux pas prédire ce que sera l'avenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de la même façon que ça a pu se passer et qu'il y a pu y avoir des craintes quand Asmodée a racheté tel ou tel studio de développement ou quand Asmodée a été racheté par tel ou tel investisseur, bien sûr qu'on peut se poser la question, non pas simplement sur du court terme, qu'est-ce que ça va donner sur 5 ans, mais oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça va donner sur 10 ou 15 Et là-dessus, je ne suis pas Madame Irma. Bien sûr, mais tu donnes les intentions en plus. Voilà, exactement. Et pour l'instant, cette intention, elle s'est concrétisée par mon embauche. En disant, voilà, Guillaume, tu vas être brand manager, tu vas t'occuper de la brand, donc la marque Lucky Duck Games, non pas pour dire on va éditer tel jeu ou tel jeu, ça c'est Davy et l'équipe Lucky Duck qui s'en occupent très bien, mais pour faire le trait d'union entre les deux. Donc de la communication, mais aussi un petit peu de marketing, le mot pourrait être un peu galvaudé, c'est-à-dire en fait, une fois encore, de la pédagogie. Et c'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire aller voir Cultura, la Grande Récré, la FNAC, Leclerc, les espaces culturels, Intermarché et même Monoprix, pour dire quels sont les jeux de société que les personnes qui passent dans vos espaces de vente pourraient trouver. Comment peut-on les accompagner? Comment peut-on respecter le jeu, etc., etc. Donc, c'est vraiment de la pédagogie. C'est complètement nouveau pour toi, ça? Tu es en phase d'apprentissage, c'est ultra riche et assez complexe. Ce qui me permet, en fait, voilà, donc j'ai vu un petit peu Autora, j'ai vu un petit peu game development, accompagnement d'un jeu fait par quelqu'un d'autre, mais il faut le développer. Ensuite, j'ai vu un petit peu de comment est-ce qu'on l'édite, comment est-ce qu'on le fabrique, la qualité du papier, qu'est-ce que ça coûte et pourquoi. Ensuite, j'ai vu comment est-ce qu'on communique dessus et comment est-ce qu'on va développer le plan marketing. Ensuite, j'ai vu un petit peu de communication et d'animation sur le festival et comment est-ce qu'on le vend, et y compris dans le réseau distribution hobby ou grande surface, on va dire, ou en grande distribution. Voilà, je complète le panel pour dire j'ai un petit peu vécu toutes les étapes de vie d'un jeu de société pour essayer de comprendre comment fonctionne cet univers. Et qu'est-ce qui t'a fait alors, je sais pas, on est venu te chercher, t'as démarché, comment tu es arrivé en fait chez Lucky Duck Games? On avait discuté un petit peu en amont dans la période 2023, pas facile, 2024 un petit peu plus, ça y est, un peu plus apaisé, avec Davy. Davy savait que je me cherchais. Je me cherchais et tout. Ce qui fait qu'au moment où il y a eu cette ouverture de poste, puisque c'était une ouverture de poste, il m'a recontacté en disant voilà, ça y est, ça se concrétise. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est ce que tu cherches? Est-ce que ça va correspondre à ce que tu peux proposer à tes attentes? Sans avoir non plus trop de certitude, parce que une fois encore, ça c'était par rapport à l'équipe Lucky Duck Game, mais celui qui allait faire l'embauche, c'était l'entité Goliath. Donc voilà, c'est tout. Il y a eu cette proposition, j'ai envoyé
de façon classique et comme d'autres certainement l'ont fait, des CV, lettres de motivation, puis des entretiens, 1, puis 2, puis 3, puis 4, et puis ensuite une décision. Quelle était ta motivation justement là, quand tu as retrouvé que tu es sorti peut-être un peu la tête de l'eau Oui, alors il y avait ça, il y avait le fait de se dire loin des yeux, loin du cœur, ça existe aussi. Donc dans le monde du jeu de société, malgré tout, s'en écarter, c'est peut-être moi qui suis un peu négatif là-dessus, mais je me suis dit, faut pas quand même non plus trop traîner parce que j'imagine qu'on peut très vite t'oublier. Et c'est vrai, nul n'est irremplaçable, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si je veux pouvoir continuer à évoluer dans ce monde-là, il fallait peut-être pas non plus trop traîner. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais être sûr de travailler avec quelqu'un dont je pouvais respecter fortement la valeur du catalogue. Pour Lucky Duck, ça ne m'a pas semblé trop difficile de dire ok, je ne vais pas être obligé d'avoir un espèce de sourire commercial pour parler de jeux auxquels je ne crois pas moi-même. Donc ça, c'était plutôt oui, tu aimais déjà rassurant. une appétence avec l'univers. Exactement, voilà, et avec les jeux. Goliath a su être rassurant sur l'aspect je ne vais pas être le boulet de l'équipe communication et marketing parce que non, au fait, ton expertise, si tu es novice sur l'aspect grande distribution, ça c'est quelque chose sur lequel on peut t'accompagner. Sur l'aspect jeu de société, culture ludique, tu seras plutôt notre expert, donc c'est plutôt là toi aussi qui va apporter quelque chose. Donc c'était rassurant pour moi. Donc voilà, les étoiles étaient a priori assez alignées. Et alors, donc tes missions plus concrètes, elles sont variées. C'est de quel ordre alors du coup ? Alors il y a de la communication, aussi bien à destination des professionnels. Donc là par exemple, c'est pour ça que sur le Festival de Cannes, dans notre petit catalogue, on a un QR code pour que tous les ludicaires puissent flasher le QR code. Il y a une petite vidéo de 1 minute 30, 2 minutes qui permet de présenter le produit un peu comme un pense-bête en disant attends mais c'était quoi déjà Outan ? Hop, je scanne, je regarde la petite vidéo que j'ai faite. Et, ah oui, il y a de la mécanique, la thématique, les points forts, pour quel public ? Ok, en 2 minutes, j'ai récupéré. Donc ça, c'est une de mes missions. Oui, créer le contenu, qui va être permettre contenu justement vidéo ou écrit. Donc, et là destiné plutôt pour justement les boutiques là. Les boutiques, les professionnels. D'accord. Voilà, y compris dans la grande distribution avec ce qu'on appelle la fiche produit. Ça va être aussi faire de la communication plutôt là à destination de la communauté des joueuses et des joueurs. Donc un petit peu de ce qu'on appelle du B2C, business to consumer, pour le consommateur. Et donc ça va être Facebook, Instagram, les réseaux. Des petites stories par-ci par-là. Exactement. La mise en scène. Exactement. Et puis enfin, la dernière partie, elle est effectivement plutôt, il faut que j'arrête de dire effectivement, sur l'aspect tic de langage. Je le dis souvent. Oui, je me rends compte quand je fais mes montages. Mais bon, on en a besoin parce qu'en fait, c'est le moment où notre cerveau réfléchit et comme il a besoin d'un petit peu de temps de mémoire vive, on place, alors en tant qu'interprète, c'est drôle, on place un petit mot qui est en fait un mot tampon. C'est un mot dans lequel on n'a pas besoin de réfléchir et qui nous laisse les 1 ou 2 secondes ou dixièmes de seconde pour que notre cerveau continue de faire la bonne phrase derrière. Et donc, on essaye de supprimer parfois, ça nous est arrivé en tant qu'interprète de conférence, d'essayer de supprimer un tic de langage pour le voir arriver avec un autre mot ou un autre signe en langue des signes, parce qu'en fait, c'est notre cerveau qu'on a besoin. Ok, c'est un truc qu'on ne peut pas lutter, en fait. Difficilement. Okay. Si on devait lutter, il faudrait ralentir le rythme et ne pas hésiter à prendre un espace, en disant, tant pis, il y aura un petit moment de blanc, ce petit moment dont j'ai besoin pour réfléchir, et plutôt que de le remplacer par un mot un peu valise qui arrive comme ça à tout bout de champ, j'ai un petit blanc, mais c'est parce que je réfléchis à ce que je vais dire après. D'accord. Écoute, tu vois, j'avais pas analysé ça comme ça. Merci. Et donc, il y a aussi l'aspect un peu marketing, où là, on va rencontrer les acheteurs de la grande distribution ou les acheteurs des boutiques en leur disant, on vous présente le jeu, ce qu'on appelle le line-up, voilà ce qui est prévu, pourquoi on l'a sélectionné, voilà quel en est le prix, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que ça s'adapte, est-ce que combien vous en voulez, pourquoi, etc. Est-ce que ça va être soutenu par des campagnes de publicité. Donc ça, c'est plutôt l'aspect commercial et marketing. D'accord, donc il y a une équipe comme marketing qui travaille ensemble en fait. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Merci, c'est plus clair. Et un travail évidemment très relationnel, direct avec la presse aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Ça fait partie de cette attribution que Guillaume Pouez avait avant. Je le remplace et donc je garde aussi cette attribution de relations presse, là plutôt côté hobby, core. Donc ça veut dire que tous les créateurs et créatrices de contenu, que ce soit Instagram, YouTube ou presse écrite, plateau, ravage, etc. Donc là, toi, tu es avec l'équipe de Game France, c'est ça ? Oui. Donc elle est composée comment, cette équipe, de combien de personnes et qui fait quoi un peu ? Lucky Duck Games France, il y a donc Davy qui est, on va dire, un petit peu à la tête de l'équipe. En tout cas, c'est lui qui sélectionne et choisit les jeux de société qui vont intégrer le catalogue Lucky Duck Games, y compris ceux qui arrivent du studio, le studio de création Lucky Duck
propre est en Pologne. Donc il choisit, il détermine ensuite les quantités. Voilà, est-ce qu'on en fait 4000, est-ce qu'on en fait 5000 Il suit un petit peu la cadence. Ensuite, il y a également Guillaume Pouez, donc, qui s'occupe maintenant des campagnes de financement participative et également en relation avec le studio sur la cadence, les jeux qui sortent, quel type de jeu est-ce qu'on développe. Ensuite, on a aussi Elric et Nello qui travaillent du côté éditorial, donc ça veut dire qu'ils vont s'occuper de toutes les équipes de traduction, de tous les liens avec les usines de fabrication, quand est-ce qu'on a les exemplaires à valider, est-ce que les fichiers sont bien remplis, avec les délais à respecter, etc. etc. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, et on termine avec Théo, qui s'occupe, lui, de l'événementiel, donc organisation des festivals, envoi des boîtes, formation des animateurs, etc. etc. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et moi 6. Et vous êtes tous regroupés dans le même endroit ou Non, vous avez chacun... il y a beaucoup de télétravail. Au final, ils viennent régulièrement au siège qui est à Gennevilliers, le siège de Goliath, maintenant qui nous rassemble. Moi, de mon côté, comme j'habite plutôt dans la région parisienne, 2 fois par semaine, je me rends au siège à Goliath avec l'équipe comme marketing. Et voilà. Ok. Alors, dans le catalogue Lucky Duck Games, est-ce que tu as des coups de cœur vraiment, c'est incontournable pour toi? Alors, il y en a un, c'est pas parce que c'est la grosse sortie, mais c'est la grosse sortie parce que c'est un coup de cœur, c'est Outan. Ouais. Outan parce qu'il a une fluidité et une simplicité d'approche qui n'enlève rien à une profondeur. Alors attention, on parle d'un jeu familial, donc une profondeur, c'est une profondeur qui peut aller jusqu'à de l'initié, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il y a moyen de faire bien mieux avec une petite courbe d'apprentissage. Donc familial, mais avec une courbe d'apprentissage. Reforester une forêt tropicale, une forêt amazonienne en plantant des fleurs très colorées, en faisant pousser des arbres et en attirant des animaux. Ça se joue en 30-45 minutes, ça s'explique en 2 temps, 3 mouvements. Oui, je pense que... en tout cas, il a les moyens. Une fois encore, on ne sait jamais. Je ne suis pas Madame Soleil, mais il a tout pour devenir ce qu'on appelle un evergreen, en tout cas un jeu qui s'installe sur le long terme. Okay, un jeu qui s'installe sur le long terme. On le deuxième, j'irais plutôt chercher le coup de cœur du côté jeu ambiance. Ça serait Ce jeu est une tuerie. Alors le titre peut surprendre et je vous l'accorde, mais parce qu'on a joué sur la double sémantique, c'est une tuerie parce qu'en fait il y a un alien qui vient de se glisser à bord, je vous laisse deviner le film, et il part dans les couloirs de ventilation et il pop à des endroits et il dévore des membres d'équipage qui sont joués par les joueurs. Ça se joue de 3 à 10 joueurs, les parties durent 15 minutes. C'est presque... J'abuse un petit peu et je fais un petit clin d'œil à l'éditeur. C'est presque Nemesis en jeu d'ambiance. Mais sinon, effectivement, oui, c'est Alien le film. Okay. Et c'est un petit peu chaotique, un petit peu drôle caché parfois. C'est souvent très drôle. Donc oui, je trouve que ce jeu est une tuerie, un double langage qui marche bien. Et puis le troisième, il y en aurait d'autres. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé Tirnanog parce que c'est un jeu de draft ouvert à réservation. C'est-à-dire qu'on sait... Toutes les cartes qui vont être draftées, elles sont au centre de la table et il va falloir les réserver. Mais qui dit les réserver, ça veut dire qu'il va falloir donner des ordres de priorité pour les récupérer. Donc j'ai beaucoup aimé. Et je dirais, pareil, coup de cœur personnel, Thunder Road, parce que jouer aux survivants à la Mad Max et faire crisser les pneus de mes bagnoles en faisant semblant de faire... Ouais. J'imagine l'acting en même temps. Je suis comme un gamin. Et c'est le gamin qui jouait aux survivants à l'époque. Ouais. Et le dernier, c'est Critter Kitchen, parce que c'est Top Chef et Cauchemar en cuisine en jeu de plateau. Bah écoute, merci pour cette sélection aussi, très personnelle. Mais j'ai du mal à en dire qu'un seul. Tu vois, je t'en ai dit 4-5, mais bon. Alors, j'aime pas choisir. Alors, comme tu as d'autres casquettes, j'ai aussi d'autres questions. C'est par rapport, par exemple, là, on est au Festival de Cannes. On nous a donné le magazine à Kill Tour. Ah oui, oh, bien vu. Oh, tu as fait tes prises de notes. Mais oui, mais tu vois, je prépare un petit peu quand même aussi. Excellent. Merci Stéphanie. Et donc voilà, chaque gros événement ludique, on le reçoit en main. On voit toujours ta petite tête qui fait des grimaces pour l'édito. C'est ça, c'est pour les photos. Je ne peux pas être naturel. Je me cache. Mais c'est certainement c'est un peu comme le clown. Hein. Ouais. Je pense que c'est cacher cette être angoissée par des grimaces de clown. Oui, c'est assez classique au final. Hein. Et alors, quel est ton rôle ? Et là, tu es rédacteur en chef, je crois. Hein. Rédacteur en chef, alors c'est un titre un peu plus honorifique qu'autre chose. Le magazine A Kill Tour, avec l'équipe de Vincent Vandelli, l'objectif était de proposer un gratuit autour de festivals. Donc là, c'est Cannes et Ludinor qui sont à l'origine de ce numéro-là,
qui permet 2 éléments. Apporter un petit peu de contenu journalistique pour pas que ça ne soit qu'un publi rédactionnel. Il y a une partie publi rédactionnel entre guillemets au sens où les jeux en catalogue sont présentés les uns derrière les autres avec quelques phrases pour le présenter. C'est les jeux qui sont sur les festivals, généralement les nouveautés des éditeurs. Donc ça c'est la partie qui sert de guide. Qui sert de guide, voilà, exactement. C'est exactement ça en disant où est-ce que je peux le trouver, est-ce que celui-là m'intéresse, rangé par catégorie et tout. Mais à l'intérieur, il y a aussi quelques pages plutôt rédactionnelles, donc avec présentation des festivals, avec des thématiques un peu plus travaillées, présentation du travail d'un illustrateur, l'histoire d'un éditeur. Voilà, donc il y a un contenu un peu plus rédactionnel. Et c'est l'équipe de Vincent Vandely qui met en place tout cela. Et c'est comme tout, il y avait peut-être un peu besoin d'une, comme pour le bateau, quoi, de la tête de proue, histoire de reconnaître un peu facilement et plus vite le truc. Il faut savoir que Kill Tour a été auparavant le Trick Track Mag. Donc le rapport avec Trick Track était fait. Il a changé de peau et de titre pour diverses raisons. C'est devenu Kill Tour. Et il m'a proposé d'être un petit peu cette figure. Ça risque d'être, j'en sais rien, mais ça pourrait être dans les derniers numéros pour pas que ça se confronte trop par rapport aux autres éditeurs en disant ah bah oui, mais au moins ça va être un peu facile, ça va être du Lucky Duck derrière. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, mais en même temps, c'est le seul numéro pour l'instant qui est fait avec cette double casquette. Il pourrait y avoir conflit d'intérêts. Je me sens suffisamment à l'aise avec tout ce que j'ai déjà vécu à Trick Track et avec mon travail d'interprète en langue des signes pour avoir envie de répondre assez vertement. Je vais essayer de garder mon calme en disant mais conflit d'intérêt de où? Est-ce que vous croyez que avec un magazine gratuit et en essayant de caser des jeux Lucky Duck Game, je vais devenir riche à millions? Je ne crois pas. Mais je veux bien entendre que la question puisse se poser en disant bah oui, mais Guillaume, même sans le vouloir ou inconsciemment, est-ce que tu n'aurais peut-être pas tendance à essayer de glisser des trucs et des machins? Voilà, on va se poser la question à plat, sans fioriture, et puis on verra ce qu'il est possible de faire. Ok. En tout cas, voilà, c'était un truc que tu aimes bien faire aussi, j'imagine. Complètement. Ouais. Oui, ça permet de continuer d'avoir ce pied un petit peu dans l'aspect journalistique qui continue de m'attirer cette culture, ce recul pour ensuite analyser les choses. J'aime beaucoup. Alors, il y a une autre casquette, on va faire assez vite maintenant, mais tu étais également membre de jury. Oui. Quand même, ça c'est aussi. Plusieurs. Voilà, plusieurs. Le dernier en date, c'était Montpellier, Festival Montpellier 2024. Le Festival de Montpellier du côté de l'illustration. Il y avait Ludix du côté de la création ou le Festival de Parthenay. Pendant de nombreuses années, j'ai fait partie du Festival de Parthenay sur les trophées Flip, donc les trophées créateurs. Ouais. J'ai fait aussi celui de Boulogne-Billancourt. Oui, enfin, c'est des expériences toujours très chouettes. Ouais, justement, comment t'appréhendais ce rôle-là? De façon collégiale. Et c'est ce qui, moi, me rassure. C'est-à-dire que il y a moins de chances de se planter, ça ne veut pas dire qu'on ne se plantera pas, et on l'a toujours vu. Celui que j'ai fait le plus d'années, c'est celui du Flip, donc les trophées Flip, des trophées créateurs Flip, donc on travaille sur des prototypes, et tous les ans, on se rend compte qu'on a sélectionné quelqu'un sur la lecture des règles, ou on a récompensé quelqu'un, là pour le coup en ayant joué, mais joué 1 ou 2 parties, et en fait jouer 1 ou 2 parties ou lire les règles, ce n'est pas faire 10 parties avec type de public différents, etc. Alors bien sûr, oui, ce sont des professionnels la plupart du temps dans ces jurys, et donc du coup, ils ont une expérience à laquelle se référer, en disant je prends du recul et je vais comparer avec du connu pour dire ah oui, je peux me projeter. Donc j'utilise le passé pour me projeter et voir qu'est-ce que peut avoir comme portée ce jeu, cette mécanique, cette histoire et tout. Donc de façon collégiale, ça permet de lisser un petit peu les risques d'erreur parce que la parole circule, et donc du coup ça m'a rassuré sur cet aspect-là, et c'est hyper intéressant, hyper riche d'enseignement de voir à la fois la créativité, à la fois tout ce qui peut se jouer, y compris au niveau humain. Remettre un prix, c'est faire plus de déçus que d'heureux. Et donc, du coup, il y a une responsabilité. On se rend compte à quel point. Et c'est pour ça que j'adorais passer du temps après la remise de prix avec ceux qui ne l'avaient pas eu pour donner un maximum d'informations pour qu'ils puissent du coup rebondir. Et ça, c'était passionnant aussi pour, très bien, on avance, on comprend pourquoi, et ça évite de s'enfermer dans juste un échec. Tirer le positif de cette expérience-là. Et toi, tu as aimé cette expérience-là? Ah, beaucoup. Ouais. Oui, énormément. C'est presque de l'ordre de l'accompagnement au développement. Et en même temps, il y a un côté plaisant de vivre de façon un petit peu resserrée pendant quelques jours ou quelques heures avec des gens que tu côtoies plutôt en saupoudrage. On se voit finalement quelques minutes, quelques dizaines de minutes tout au long de l'année. Là, on a 2 ou 3 heures ou 2 ou 3 jours pour être ensemble. Et ça, c'est plutôt chouette de découvrir vraiment qui est un tel et une telle. Et puis la deuxième chose, la troisième chose au final, du coup, c'est toujours... Il y a un côté un peu grisant dans les membres du jury. Alors certes, qui peut être une crainte par rapport à la responsabilité qui en incombe, mais qui est grisant de dire, mais si on ne se plante pas,
si ça marche, on a mis en lumière quelque chose et c'est comme une rampe de lancement. Et waouh, on a un petit peu participé à ça. J'imagine que quelqu'un qui a fait le fil électrique dans le compartiment 7B de la fusée, quand le lancement il est réussi, eh ben, on ne peut pas s'empêcher de se dire c'est un petit peu grâce à moi, même Bien si sûr. c'est pour ce petit truc-là. Il y en a un qui, pour l'instant, j'ai failli et je le dis et vraiment, je pense que celui-là est une espèce de couronnement. C'est bien sûr l'As d'or jeu de l'année. Ouais. Ça a failli. Pour l'instant, il n'en est pas là et je pense que c'est une pression encore plus forte, comme le Spiel des Jahres. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Tu disais tout à l'heure, tu es dans le game, on peut dire ça comme ça, depuis les années 2000. Quel regard tu portes sur l'évolution du secteur, que ça soit du milieu et du marché? Alors, il n'a plus rien à voir et c'est normal avec ce que j'ai connu en tant que jeune joueur dans les années 80, puis en tant que passionné dans les années 2000, puis en tant que participant à partir des années 2010 et animateur. C'est normal. Il s'est industrialisé, il s'est professionnalisé. Ça veut dire qu'effectivement, effectivement, il est revenu. Ça veut dire que les mots comme marketing, marge, des termes très économiques se sont invités comme publicité, communication, conflit d'intérêts, voilà, tout ça. Est-ce qu'il est à maturité? Je ne crois pas. Il y a encore de la progression. Est-ce qu'il tout saute? Oui, ça lui arrive de tout sauter par cycle. On l'a vu sur le TCG par exemple. On s'est dit ça y est, c'est fini. Non, c'était juste un cycle. On est en train de parler du jeu expert. C'est fini. Non, ça diminue. C'est un cycle. Il reviendra. C'est une certitude. Il reviendra. Le marché s'est structuré aussi. C'est-à-dire que le moyen entre guillemets, est en train de diminuer parce que soit je fais un grand succès, soit je fais un tout petit tirage. Et un peu comme dans la bande dessinée, on va avoir les grands titres et puis on va avoir l'underground qui de temps en temps voit popper. Ah tiens, celui-là, tout d'un coup, boum, il passe de l'autre côté parce qu'on ne sait pas pourquoi, un alignement de planètes ou forcément l'influence est un marché, je ne dis pas un trafic, mais un marché qui en ce moment a de l'importance. C'est un peu particulier parce que ça veut dire quand même que là où moi j'ai envie de parler de culture ludique et de journalisme, battez-vous. Tous ceux qui ont envie de garder le cap du journalisme et de la culture ludique, allez-y, battez-vous. Pour l'instant, on est un petit peu sur l'image comme influence un peu rapide, réseaux sociaux, un peu instantanée. Ça a son importance, certes, mais s'arrêter à ça, ce serait vraiment dommage. Ne perdons pas la culture ludique, ne perdons pas ce recul-là, cette analyse, cette envie. Pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui en ont envie, y compris le format papier, etc. Donc oui, il y a eu toutes ces transformations, pas pour le pire, pas toujours pour le meilleur non plus, mais c'est vraiment quelque chose qui est en structuration. Je pense personnellement, je le vois plutôt comme on est à cette période d'adolescence. C'est pour ça que je ne parlais pas encore de maturité. Il y a donc la crise d'adolescence. On a vu l'année 2024 avec des premiers tout-sautements, des éditeurs qui ne peuvent plus suivre, des boutiques qui finalement ferment après plusieurs années où des boutiques s'ouvraient. Il faut dire qu'il y a eu des années exceptionnelles aussi. Il y a eu aussi des années très fortes, bien sûr. Il y a pas de problème. C'est bizarre aussi, ces périodes-là. Oui, complètement. Donc tout ça en fait un écosystème clairement mouvant, évoluant, qui reste, je trouve en tout cas, moi en tout cas, qui continue à me passionner de le vivre, y compris de l'intérieur et en essayant de prendre un peu de recul. Voilà ce que tu es assez optimiste sur la suite, justement, sur l'évolution? Alors, optimiste, il faudrait savoir à quel plan on se parle. Parce que sur des plans individuels ou sur des petites structures et tout, il n'y a pas que de l'optimisme. Et forcément, prendre du recul pour parler du marché du jeu de société dans sa globalité, c'est faire abstraction de destin de personnes qui, eux, vont pas dire pour moi, ça n'a pas été cool. C'est ça. De façon globale, je suis optimiste. Le monde du jeu de société continue de se démocratiser. Le nombre de gens qui apprécient les vertus du jeu de société, que ce soit pour les seniors, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la rééducation, dans le milieu de la santé mentale, dans le milieu du handicap, ça continue de se développer. Jouer est vertueux à plein de niveaux. Donc ça continue de se développer. Il n'empêche que, oui, pour des destins plus individuels ou sur des plans plus petits resserrés, il y a des moments ou des périodes de difficulté, il y a des échecs, il y a des drames et ça va continuer aussi. Mais en même temps, c'est tellement la vie humaine de toute façon, et parce que le jeu, une fois encore, c'est une de mes marottes. Non, un jeu ne peut pas être une merde. Ce n'est pas vrai. Une partie de jeu avec des joueurs, même répétés, oui, ça peut être pas bon. Donc ce jeu-là, avec notre groupe de joueurs ou avec ce que je suis,
il n'est pas bon. Mais par contre, ce jeu-là, avec tel autre type de joueur ou à tel autre moment, on a pu rigoler. Pourquoi ? Parce que la boîte de jeu, elle est inanimée. Si je n'y mets pas de joueurs, de joueuses autour, il ne se passera rien. Donc, l'humain, avec toutes ses contradictions, ses illogismes, etc., son inconscient vient transpirer dans la partie de jeu de société. Merci pour tout ce regard, effectivement. C'est intéressant d'avoir ce point de vue. Merci. Quels sont tes projets encore dans le milieu ludique ? Est-ce que tu en as encore ? Est-ce que tu ne le sais peut-être pas encore d'ailleurs ? Alors, j'en ai encore, oui. Je crois que ça a transpiré tout au long de ce partage et merci pour ce moment partagé avec toi. Travailler sur la culture ludique, avoir un côté journalistique continue de m'intéresser. Faire des vidéos où, comme on le fait avec toi, on essaye un peu de s'extraire, de prendre du recul pour analyser, comprendre et pourquoi c'est ci et pourquoi c'est ça. C'est pas forcément pour tout le monde, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais il y a de l'intérêt, je trouve, à faire ça et j'ai encore envie de faire ça. Je trouve que le game design, le game development m'attire de plus en plus. Peut-être que je réussirai à le faire pour moi, peut-être que je ne suis pas un créateur, mais plutôt un développeur, c'est-à-dire qu'on me donne une contrainte et dans cette contrainte, je vais développer. Ça me fait moins peur que la liberté créative qu'il peut y avoir en parlant de rien. Donc, il y a aussi de l'envie et je continue d'aimer raconter des histoires. Donc, il y a quelques temps, je me suis dit, mais à ce moment-là, écris-le en roman. Tu racontes une histoire avec un thème de A à Z et c'est toi qui fais le scénario et c'est toi qui vas jusqu'au bout. Donc pourquoi pas ? Et puis continuer de travailler dans le monde du jeu parce qu'il y a des gens aussi de qualité. Donc voilà, il y a encore tout ça et je trouve que c'est ouf, ça me rassure parce que c'est vivant. Oui, complètement. Écoute, si tu connais le podcast, tu sais qu'on arrive maintenant à la fin et donc au petit portrait chinois ludique. Pas trop saoulé ? Pas du tout. Moi, je serais prête à continuer dans 2 plus 1. Parce que là, on a des rendez-vous. Mais c'est vrai que, non, mais clairement, il y a plein de questions qui me venaient en t'écoutant. Il y avait moyen de travailler sur. J'aurais pu rebondir sur plein de trucs, mais voilà, j'ai voulu garder le fil, mais clairement. Donc, je pense qu'on se reverra avec plaisir, sans souci. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu ? Coopératif. D'accord, l'esprit d'équipe, toujours. Ouais. En fait, j'aurais peut-être dû dire, plutôt que coopératif, je crois que j'aurais dû dire le collaboratif. Au sens où, par exemple, dans une aventure de jeu de rôle, quand je suis maître de jeu, je ne dis pas que je suis en train de coopérer avec les joueurs pour automatiquement les faire réussir. Mais on collabore ensemble pour que le moment vécu soit génial pour tout le monde. Et du coup, ça veut dire que chacun doit faire attention à être un peu parfois en retrait soi-même pour ne pas écrabouiller tout le monde, laisser de la place à chacun en fonction de la place que chacun veut bien prendre aussi, mais avoir du coup ce respect les uns aux autres. Ça veut donc dire aussi que dans un jeu de société, l'affrontement n'est pas juste une histoire d'écrabouillage. L'affrontement, il peut être collaboratif, c'est-à-dire en fait, je veux qu'on passe un bon moment. Oui, je vais essayer de gagner, mais c'est aussi ce qu'on voit dans la vertu du sport, c'est dans le respect de son adversaire. Donc, c'est en ce sens-là où j'aurais peut-être dû dire collaboratif. Mais en tout cas, le but du jeu est que chacun puisse vivre un bon moment tout en ayant l'opportunité soi-même de se respecter et d'être ce qu'on est. Ok. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu ? C'est rigolo. Je crois que celle qui m'est venue direct, donc je vais le dire direct, même si je n'ai pas eu le temps de l'analyser, c'est le deck building. Ouais. Parce que du coup, il y a quelque chose de départ. Généralement, ce n'est pas forcément le plus cool et le plus efficace. Et puis, je vais faire en sorte, avec ce qui va arriver, de la rivière, de cartes ou autre, d'aller récupérer des choses qui fonctionnent bien ensemble. On va en enlever des choses qui fonctionnaient un petit peu moins bien pour essayer d'avoir quelque chose, in fine, de plutôt efficace et de l'améliorer. Ouais, c'est rigolo. Alors, c'est marrant parce que je sais pas, je suis à peu près une 50aine de podcasts là. Il va falloir que je fasse mes stats. Mais il y a pratiquement cette réponse revient très souvent. C'est surprenant. C'est la majorité. J'aimerais bien savoir pourquoi. Alors. C'est la majorité. Donc pourquoi c'est celui-là qui sort ? Parce qu'il pourrait y avoir de la pause d'ouvrier, mais non, c'est effectivement pas celle qui me correspondrait le plus. Enfin, il y en a beaucoup. Le draft, tu vois, bluff. Le bluff, mais oui, bien sûr, ça aurait pu, tu vois. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on cite le deck building ? Eh ben, je ne sais pas. Est-ce que Dominion, qui est un des premiers à extrêmement bien marcher, a marqué à ce point-là les esprits, qui fait que deck building, on en parle en premier ? Je ne sais pas. Peut-être c'est ça, ou peut-être qu'effectivement tous les gens du monde ludique ont une envie d'amélioration. C'est vrai, aussi. Mais pourquoi pas ? Tu as raison. On fera faire une analyse. Ok, et si tu étais une thématique de jeu, laquelle serais-tu ? Ça c'est chaud. Allez, je vais céder à la facilité si j'étais une thématique, parce que c'est mon enfance, parce que c'est la découverte du Seigneur des Anneaux et cette adolescence bercée par ces elfes et ces orques, je dirais le médiéval fantastique. Bah oui.
forcément. Ça fait partie de toi. Ouais, c'est ça, Ok. complètement. Bah écoute, est-ce que tu aurais quelqu'un à me proposer à mon micro pour un prochain podcast dans Alors, le milieu ludique? Eh bien oui, écoute, tiens, c'est une très bonne idée. Je vais même t'en proposer 2 à 2 niveaux complètement différents. Je vais faire un peu team Lucky Duck. N'hésite pas à discuter avec Davy. Ouais, Davy, parce que justement cet aspect souvent plus dans l'ombre tout de à fait. quel chiffre, pourquoi, quelle quantité, quel jeu à sélectionner, qu'est-ce que ça veut dire, et puis pourquoi tout d'un coup tel jeu marche pas alors qu'on y croyait forcément très fort. Voilà, toute cette analyse-là, c'est quelqu'un qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller voir et qui pourtant a automatiquement cette analyse-là. Et puis l'autre personne que je me permettrai de citer, et là ça sera Team Trick Track, c'est Florian Belmont ou Germain, parce qu'ils ont ce côté approche par l'audiovisuel. Ouais. Et donc du coup, comment est-ce que... Alors Florian fait de la photo comme Germain, de la réalisation, de l'illustration. Germain crée des jeux, donc il a aussi un côté artiste. Donc ils ont tous les deux ce côté artistique. Et comment est-ce qu'on peut approcher... En fait, c'est une façon de regarder le jeu de société un petit peu particulière, avec un espèce de pas de côté. Florian, ça va être avec un travail autour de la lumière. Germain, ça va être un petit côté, je trouve, moi, un petit peu inventeur foufou. Bah tiens, en disant ça, dans le jeu, bah non, pas possible. Ah bah d'accord, bah je vais essayer de faire en sorte que... Enfin voilà, donc Ok. des personnalités attachantes, intéressantes et certainement des regards particuliers. Bah merci pour ces idées. Avec Je plaisir. les note. Bah écoute, je te propose de terminer le podcast comme on termine chaque vidéo, avec la phrase habituelle. Tu la connais bien maintenant. Alors avec Guillaume, tu Tu joues joues ou ou quoi? Merci d'avoir écouté cette nouvelle interview jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis joueurs. Je vous invite à regarder la chaîne Tu joues ou quoi sur YouTube. Avec David, on présente un nouveau format de vidéo qu'on appelle Double Jeu. Dans 2 semaines, je serai avec Mathieu Bonin, chargé de communication freelance dans le monde ludique. Alors restez bien à l'écoute.